Salut à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de François Masson, DSI de Neovia Retraite. I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour François. Bonjour Fred. On s'est réunis aujourd'hui pour parler tous les deux de la gestion des prestataires IT. Vaste sujet. Ouais. Alors ça fait partie de ton quotidien aujourd'hui, hein. Tout à fait. D'être en relation avec pas mal d'entreprises, pas mal de prestats pour différents besoins, que ce soit du dev, de l'infra, de la data, enfin tout le périmètre que couvre la fonction de DSI. Ouais. Et comme tu me le disais en off, tu as eu tes moments de bonheur et puis tes petits moments de galère. Ah oui. Bah, on développera, je pense, dans les prochaines questions, mais ouais, tout à fait, ouais. Mais voilà, on va effectivement en parler tous les deux. L'idée, c'est que tu nous donnes des conseils sur comment bien choisir un prestataire pour que les deux entreprises vivent une bonne expérience. Alors après, oui, c'est des conseils, c'est mon expérience. On est bien d'accord, voilà, mais c'est pas parole d'évangile, hein, voilà. Mais c'est mon petit retour d'expérience. Mais que tu tout à puisses fait. en faire profiter à nos amis auditeurs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de faire un petit peu plus connaissance. Yes. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier projet informatique ? Ouais, alors chez Neovia, donc la société dans laquelle je travaille aujourd'hui, mon premier projet, à l'époque j'étais chef de projet à MOA. C'était un projet qui consistait à lire, c'était le développement d'une application qui permettait de lire les relevés de carrière de nos clients et d'en extraire en fait les informations principales pour ensuite pouvoir déceler toutes les anomalies qu'il y a dans les relevés de carrière. Et c'était un super projet, enfin j'en garde un super souvenir parce que c'était un succès. L'application elle est encore aujourd'hui utilisée par nos collaborateurs de la production. Et puis le souvenir que j'en ai en fait, c'est que c'était un très bon projet parce que il y avait une super équipe en fait. Il y avait une équipe métier avec moi, donc côté Neovia, qui était au taquet. Et il y avait aussi un prestataire qui était très impliqué, très investi, et j'ai vraiment un super souvenir, si tu veux, des ateliers d'expression du besoin au début et d'ateliers de brainstorming sur comment on concevait un petit peu l'interface utilisateur et comment fonctionnait aussi la mécanique d'identification des anomalies qu'il y a dans les relevés de carrière, quoi. Ok. Si on fait un petit focus un petit peu plus sur toi, Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de toi, ton job, tes passions ? Oui, alors moi je suis en fait aujourd'hui j'ai un poste un petit peu hybride au sein de Neovia parce qu'on est une société d'une trentaine de collaborateurs et qui est pas du tout dans l'informatique, hein. On fait du conseil juridique, donc en fait je suis un peu multicasquette aujourd'hui. J'occupe un poste de DSI. Donc, il y a évidemment la relation avec les fournisseurs. Il y a un gros job, je garde une grosse casquette à MOA pour accoucher des besoins, exprimer les besoins métiers et les retranscrire pour des prestataires. Je pilote les projets, je fais aussi un petit peu de management et puis j'essaie plus largement d'optimiser les process, que ce soit informatique mais aussi aujourd'hui métier. Et à côté de ça, donc j'ai aussi une dimension audit en fait, hein, des méthodes de travail, etc. Sur la partie DSI, vraiment là c'est ce qu'on se disait en off tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais à la fois gérer l'infra, tout ce qui est système et réseau, les outils de communication, donc que ce soit l'internet, la téléphonie, etc. Là, toute la partie sécurité aussi, donc le firewall et tout ce qui va avec, les VPN, tout ça. Il y a aussi le pilotage des applications support, donc tout ce qui est logiciel de comptabilité, logiciel RH, et puis ensuite il y a le développement et le pilotage des applis métiers spécifiques à notre métier en fait, donc qui sont vraiment le cœur de notre activité. Et ça c'est des applications qu'on trouve pas forcément sur le marché, donc c'est des choses généralement qu'on a développées par nous-mêmes. Et si on parle un peu plus de Neovia Retraite, Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'activité ? Oui, alors du coup, Neovia, c'est une société de conseil juridique qui est spécialisée sur le domaine de la retraite. Donc la retraite par répartition. On ne parle pas de produits financiers, on est vraiment sur la retraite classique liée à toute activité professionnelle déclarée, voilà, les cotisations, les trimestres, enfin ce qu'on entend beaucoup parler à la télé depuis 2 ans avec la valséditation qu'il y a eu autour de la réforme notamment. Voilà, en fait ce qu'on fait, on a 2 grandes prestations. On a une première prestation qui est analyser les relevés de carrière des clients, on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a des
des anomalies dans tous les relevés de carrière, enfin dans 9 relevés de carrière sur 10, il y a des trous, il y a des choses qui sont pas identifiées. Dans le tien, Fred, il y en aura. Dans le mien, il y en avait. Et puis, on va faire des estimations, des projections pour savoir quel est le montant de la retraite à différentes dates de départ en retraite et avec différents dispositifs juridiques, que ce soit racheter les trimestres ou la retraite anticipée ou la retraite progressive, tout ça. Et on va donner un conseil à notre client en lui disant, financièrement parlant, on vous conseille de partir à telle date. Ensuite, on a une deuxième prestation qui est de mettre en place la retraite en accompagnement du client, si tu veux, c'est-à-dire gérer toute la paperasse, gérer les relances des caisses de retraite et vérifier que les montants des caisses que versent les caisses de retraite soient justes et pas erronés, parce qu'il y a aussi des erreurs là-dessus. J'ai un petit peu peur tout ce que tu me dis, mais bon. Ouais. Comme on dit tout le temps, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. Exactement. Ok, on va revenir un petit peu plus sur le sujet qui nous amène à discuter aujourd'hui, à savoir les prestataires IT. Yes. Alors avant ça, est-ce que tu peux déjà nous dire, toi, tes enjeux en tant que DSI aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la cyber, c'est... Ouais. En fait, on pourrait... il y a différents... Le premier truc, effectivement, quand je suis arrivé en tant que DSI, quand j'ai été nommé DSI de Neovia, ça a été de faire un gros audit cyber. C'est-à-dire que c'est la base de la base, à mon sens, hein, mais pour bien dormir la nuit, il faut réussir à faire en sorte que le côté cyber il soit adressé et que tout soit à peu près propre, quoi. L'idée, donc, c'est de pouvoir s'informer, de s'appuyer sur les bonnes personnes, mais aussi d'échanger dans des clubs en fait autour de la cybersécurité pour toujours être sur le qui-vive. Ce que je retiendrai, c'est qu'il faut être dans le peloton, en fait. Faut pas être la bête blessée de fin de troupeau vis-à-vis de la cybersécurité. Parce que là, évidemment, on est en super risque. On peut se faire hacker n'importe quand. Naturellement, le hacker est quelqu'un, je crois, d'un peu paresseux et qui va plutôt taper sur les sociétés qui sont pas au taquet au niveau cyber. Donc, en fait, il faut juste être dans la moyenne. Il faut être dans le peloton, le gros du peloton. On n'est pas obligé d'être en échappé, être le maillot jaune en termes de cybersécurité. Oui, puis accessoirement, ça coûte quand même des millions de dollars. Hein, exactement. Si tu veux être, ouais. C'est ça. Donc, il faut essayer d'être à peu près conforme partout. Là, voilà, la double authentification, verrouiller tout ce qu'on peut verrouiller. Et en même temps, il ne faut pas que ça nuise aussi à l'agilité et à l'interface utilisateur. Enfin, mes collaborateurs, il ne faut pas qu'ils aient à remplir un formulaire dès qu'ils veulent aller aux toilettes ou ce genre de choses, quoi. Okay. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a évidemment la dimension réglementaire aussi, avec notamment la RGPD. Nous, on brasse beaucoup de données personnelles, donc on est un petit peu au taquet là-dessus aussi. Voilà, on verrouille tout ce qui est confidentialité des données. Et ça, il y a une montée en compétences qui est constante parce que la réglementation évolue constamment, notamment sur la RGPD, et la mise en conformité est plus un but que, c'est pas quelque chose que tu peux atteindre en fait, jamais. Il faut juste être à peu près toujours à niveau et comme la cyber en fait, être dans le exactement dans le peloton et essayer d'être en amélioration constante. Le troisième point en fait au niveau des enjeux pour moi aujourd'hui, c'est de s'appuyer vachement sur des outils en SaaS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'équipe informatique de Neovia, on est 2. Il y a moi, et puis il y a un ingénieur informaticien qui est au sein de Neovia depuis bientôt 12 ans, 13 ans. Donc il a un peu toute la mémoire, si tu veux, il est touche à tout, et il a un petit peu toute la mémoire système, réseau et applicatif de Neovia. Donc c'est quelqu'un d'hyper important, mais à nous deux, on peut pas répondre à tous les besoins qu'a une société comme la nôtre. Donc on s'appuie sur des prestataires et aussi, dans la mesure du possible, j'essaie d'utiliser des applications en SaaS parce que du coup, tout ce qui est maintenance évolutive et corrective, elle est gérée par l'application et on est dans une logique de location finalement de services, quoi. Et ça me va bien. Alors du coup, ça anticipe un petit peu ma question suivante, mais qui était de savoir qu'est-ce que tu gardes en interne au niveau IT et qu'est-ce que tu externalises. Mais je comprends qu'à 2, c'est pas magique. C'est ça. En fait, on externalise le maximum, en gros. L'idée, c'est, et je vais me reposer sur Xavier pour ne pas le nommer, donc l'ingénieur informaticien de Neovia, s'il y a des besoins qu'il peut adresser directement lui, ou si j'ai besoin de son expertise et son historique de la situation de Neovia. Mais sinon, je fais appel pour tout à
à des prestataires externes, quoi. Ok, ça marche. Et pour toi, les enjeux pour choisir ou bien choisir un prestataire, c'est quoi? C'est plutôt des notions de qualité, de coût, de réactivité, de proximité, d'affect? Alors, les critères principaux, donc c'est l'expérience qui m'a prouvé ça, c'est de trouver un prestataire avec lequel on est dans le bon dimensionnement. Je te disais en off, je peux nommer des... Non, on va peut-être éviter. Ouais, on va dire... Ok, je vais éviter de nommer des... Ok, on va pas donner de nom, mais en gros, j'ai pu faire appel par le passé à des boîtes qui étaient trop grandes, genre internationales, et en fait ça marche pas parce qu'on est trop petit par rapport pour qu'ils prennent conscience et ils se responsabilisent par rapport à notre satisfaction. À l'inverse, quand on est une trentaine de collaborateurs et qui a quand même beaucoup de projets à gérer, on peut pas non plus s'appuyer sur un prestataire qui est indépendant et qui est tout seul, quoi. Trop fragile. C'est trop fragile. Donc on a besoin de trouver une taille intermédiaire. Enfin, moi en tant que DSI, je recherche des sociétés intermédiaires de type Axopen par exemple. Donc ça c'est le premier point, c'est avoir un dimensionnement juste par rapport à notre taille. Ensuite, à mon niveau, le deuxième point, c'est la fiabilité. C'est quelque chose de fondamental. Je préfère quelqu'un qui, quand je lui fais une demande, me dit c'est pas possible. C'est juste pas possible, François, oublie, et qui me donne une deadline à laquelle il va pouvoir respecter, plutôt qu'un prestataire qui va me dire écoute, je vais essayer, je te garantis rien, et qui va en fait suer sang et eau, faire des nocturnes jusqu'à point d'heure, pour au final me rendre quelque chose qui est pas juste, quoi. Ouais. Tu vois, moi je préfère quelqu'un qui me donne une deadline qui est peut-être un peu plus lointaine que celle que j'attendais initialement, mais au moins il la tient, quoi. Et ça, cette fiabilité-là, elle est fondamentale. D'accord. Parce que moi, en fait, ça me rassure. Et derrière, moi, je peux gérer ma communication auprès de ma direction, ma communication auprès des collaborateurs en interne. Je peux expliquer pourquoi, telle date butoir, en fait, on va être obligé d'allonger le planning. C'est pas gênant, en fait, dans l'absolu, du moment que le rallongement du planning, derrière, la date qui est décalée, elle est tenue, quoi. Ouais. Donc ça, c'est fondamental. Évidemment, il faut aussi que le prestat il soit compétent. Mais bon, ça, j'enfonce une porte ouverte. Et derrière, le vrai point, c'est le fit. En fait, le fit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une forme d'atome crochu, voilà, qu'on s'entende bien, parce que au-delà même qu'on n'est pas obligé d'être super copains, mais en tout cas qu'on parle, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ouais. Parce qu'en fait, en termes d'expression du besoin, de compréhension de mes besoins et de façon de travailler, ça va naturellement beaucoup plus vite, quoi. Ouais, la confiance. Et c'est vrai que... Comment tu fais, toi, pour choisir un nouveau prestataire? Je passe par un appel d'offres, systématiquement. Et pour identifier les sociétés que tu vas consulter? C'est terrible, hein, mais moi, ChatGPT? Non, Google, quoi. Ah oui, mais comme beaucoup. Hein. Je vais sur Google. Moi, j'ai pas un bras long, voilà. T'appelles pas des amis ou des gens? Alors, j'en ai, mais ils sont pas forcément dans le domaine, ils pourraient pas forcément adresser tous les besoins que j'ai. J'ai des potes qui bossent dans l'IT, mais qui pourraient pas forcément répondre à mes problématiques. Okay. Et alors, ouais, petite parenthèse, s'il y a des développeurs qui nous écoutent ou des sociétés de développement informatique, faites en sorte que vous soyez joignables. Parce que moi, dans le cadre d'appel d'offres, tu vois, je vais sur Google, tout ça, je trouve un site, une société qui a l'air très bien, j'essaie de les contacter, ça répond pas. Je remplis le formulaire de contact, 3 jours après, je suis toujours pas rappelé. J'en suis à passer via LinkedIn pour dire coucou, j'aimerais bien voilà, j'ai un appel d'offres, j'aimerais bien vous le soumettre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'avion, quoi? Ah oui. Et c'est un peu dingue quand même d'en arriver là. Ouais. Ok. Et tu préfères plutôt choisir des boîtes qui sont généralistes et qui vont couvrir une bonne partie de tes besoins? Ça dépend. Ou des pure players sur un sujet Ça dépend. Ça dépend vraiment du besoin. En gros, typiquement, pour tout ce qui est administration système, réseau, bobologie du quotidien, là, moi, je m'appuie sur je veux même dire un copain, quelqu'un que je connais depuis quelques temps. Et par contre, il est donc indépendant, mais il s'appuie sur une société qui derrière, en gros, c'est un peu mon médecin généraliste de la bobologie. Mon clavier marche pas, ma mise à jour se met pas en place comme il faut. Donc, il va pouvoir répondre à toutes ces demandes. Et par contre, quand il y a des choses un peu plus costauds, il va pouvoir s'appuyer sur un autre prestataire qui est en backup derrière pour l'aider, quoi. Mais ouais, ça dépend vraiment des sujets.
le truc généraliste, ouais, c'est peut-être le seul généraliste que j'ai. Sinon, après, je suis vraiment spécialisé sur des domaines assez spécifiques au niveau de mes prestations. Et si on suit l'histoire du démarrage d'un choix d'un nouveau prestataire, tu as trouvé le bon prestataire. Quand tu arrives à la phase de contractualisation, pour toi, c'est quelque chose qui est extrêmement juridique où tu vas prévoir tout, les clauses de sortie, les pénalités, les SLL, dans un cadre extrêmement rigide en se disant au moins je me ferai pas avoir, ou est-ce que tu te dis, ok, on part sur une relation de confiance. Le contrat, c'est plus un papier un peu obligatoire pour essayer d'avoir un démarrage de relation plus smooth. Justement, moi, je préfère avoir un truc qui est carré dès le départ, avec un contrat où on se dit tout. On se dit tout ce qui pourrait surtout mal se passer, malheureusement, histoire que, ce truc-là, on en parle une seule fois et espérons qu'on n'en parle plus jamais, quoi. En vrai, même avec les sociétés, avec les prestats avec lesquels ça s'est pas forcément bien terminé, finalement, c'est vrai que le contrat, on l'a pas forcément ressorti, quoi. On n'en est jamais, on essaie toujours de trouver des arrangements, même quand ça se passe pas bien. Mais en tout cas, moi, je lis tout. Moi, je lis les CGV, je regarde tout. C'est peut-être mon background juridique qui fait ça, mais du coup, je lis toutes les petites lignes en détail, donc c'est très long. Mais au moins, je peux poser des questions et négocier le moindre petit truc, quoi. Et une fois que cette phase de négo elle est faite, hop, derrière, on peut vraiment discuter. Parce que tu vois, moi, le sujet des pénalités, par exemple, je me dis, mais ça fait 20 ans que je suis dans l'informatique, 20 ans que j'ai dû signer des contrats avec des clients, où c'est toujours une phase, la négo des pénalités, c'est toujours un moment un peu sensible, parce qu'on se dit, mais au final, en 20 ans, j'ai jamais vu un client appliquer les pénalités. C'est juste l'épée de Damoclès pour se dire, mais tu vois, je me dis fondamentalement, le jour où ça va pas bien, on n'en sera pas à se dire combien tu me dois, on se quitte. Oui. Moi, je l'ai fait une fois. Une fois. Alors, c'est pas des pénalités, mais c'est juste, vous avez pas respecté le SLA, en fait. Le niveau de service, il était pas là. Vous aviez, il y avait un délai de réponse et de résolution de 48 heures. Bon, vous avez mis le double. Désolé, mais là, je vais appliquer la pénalité qui correspond au non-respect du niveau de service attendu, quoi. Je l'ai fait une fois. Et après, c'est un prestataire avec lequel je travaille toujours, quoi. Parce que le prestataire reconnaît aussi son erreur et on essaie de fonctionner en bonne intelligence. Ok. Vraiment. Et on en parlait tout à l'heure sur le respect du planning et sur le fait que, j'allais dire, c'est pas le point fort des projets informatiques, le planning. Généralement, on sait quand ça démarre, on sait pas trop quand ça se termine, et c'est, j'allais dire, à peu près normal parce que le projet avance, on se rend compte qu'il y a des fonctionnalités que on n'avait pas identifiées qu'on fait, mais est-ce que pour toi, c'est vraiment quelque chose de capital ou est-ce que la satisfaction des utilisateurs, elle est... après, ça va dépendre aussi du budget que j'ai. Mais encore une fois, rallonger le planning, si c'est anticipé bien avant la date butoir initiale, moi, j'ai aucun problème. Parce que derrière, je peux aller voir ma directrice financière, éventuellement négocier un petit bout d'enveloppe supplémentaire qui va me permettre de répondre effectivement aux besoins des collaborateurs, quoi. Mais naturellement, en fait, pour notamment ce qu'on a fait avec un certain projet avec Exopen, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de mettre beaucoup de temps et donc aussi d'argent sur la phase d'expression de besoin, sur les phases d'atelier, histoire qu'on couvre tout, qu'on soit sûr de couvrir les moindres trucs en détail et qu'on se retrouve pas en plein milieu du dev à se dire mais mince, on n'a pas pensé à telle fonctionnalité, et c'est là qu'en fait on va avoir un rallongement de planning. C'est ce que je dis souvent, quand ça part mal, ça finit mal, mais c'est vrai que si les fondations au départ elles sont bien pensées, et puis on peut s'y référer au moment où tu doutes ou qu'est-ce qu'on avait écrit à l'époque. Ok. Comment tu fais pour faire le suivi de tes prestat au niveau budget, au niveau réunion, des comptes rendus? Est-ce que tu as un outil? Non, alors il y a plein d'outils qui existent, mais le plus important, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le fit. Si ça se passe bien. Et après, par contre, c'est comme tu l'as dit toi-même, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, si dans le cadre d'un projet, il y a évidemment les comités, là j'enfonce des portes ouvertes, mais les comités opérationnels qui va bien, etc. Et même quand on est en phase de TMA, par exemple, donc de maintenance évolutive, le projet ronronne, l'application ronronne, ça se passe bien, il y a des montées de version de temps en temps. Malgré tout, il faut garder quand même
un lien avec son prestataire, donc se faire des comités de pilotage, même s'ils sont semestriels, c'est pas gênant. Mais au moins, on reste en relation et on discute, quoi. Okay. Moi, typiquement, il y a aussi... mon expérience m'a montré que je pouvais faire sans doute trop confiance parce que un peu ébloui par les compétences de la société avec laquelle je travaille. Et en fait, je lâche un peu le côté contrôle. Et en fait, il faut pas. Il faut toujours demander où on en est, savoir où en est le prestat, et puis tirer les oreilles s'il y a besoin, quoi. Parce que... Ouais, puis la nature humaine est ainsi faite. Hein. S'il n'y a pas ce petit niveau de pression, ça se relâche. Exactement. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si ça t'est arrivé dans ta vie de DSI, mais est-ce que tu as dû avoir à gérer une phase de réversibilité, de changement de prestataire, un mec qui reprend, alors t'as le sortant, t'as l'entrant. Comment tu fais pour la gestion de la connaissance ? C'est un cauchemar. D'accord. C'est un cauchemar. Ça, il y en a un avec qui, un prestataire avec qui ça s'est pas bien terminé, notamment parce qu'il y a aussi une grosse qualité, moi que j'attends à mon niveau, puisque moi je suis pas un expert informatique, hein, voilà, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pas un background informaticien, donc moi j'ai besoin d'interlocuteurs qui savent vulgariser. Ouais. Et là, notamment, j'avais un prestataire qui m'embrouillait de technique et qui embrouillait aussi les autres prestataires qui étaient embarqués dans le projet. Et en gros, tout le monde avait un peu le même avis sur le fait que ça fonctionnait pas. Et on s'en sortait pas. Et en fait, il avait peut-être tendance à faire des nœuds plutôt qu'à les dénouer, à en rajouter, quoi, à rajouter de la complexité technique là où il n'y en avait pas. Et donc, on a dû lui dire au revoir, ça s'est mal passé, il a claqué la porte. Bon, du coup, là, j'ai dû rappeler en urgence un autre prestataire et j'ai pas fait jouer le contrat. Là, je lui ai juste dit en urgence, écoute, ouvre le capot et essaie de te débrouiller avec ce qu'il y a dedans, quoi. Okay. Mais la compétence fonctionnelle sur les applications, par exemple, tu vois, les règles métiers, comment elles ont été codées, ou ça, tu le perds, du coup. Pour le coup, les fonctionnalités métiers, tout ça, là-dessus, moi, je garde la compétence. C'est aussi une casquette que j'ai. Okay. Donc, j'ai toute la documentation qui va bien, que j'ai rédigée moi-même, tout ça. Par contre, c'est tout le code derrière, la lecture du code, où là, y a quelqu'un qui va débarquer en urgence, et en fait, on va travailler à deux. C'est-à-dire qu'il va déchiffrer une ligne de code, et moi, je vais dire, oui, d'accord, en fait, ça correspond à ça au niveau métier, et voilà, on arrive à reconstituer ce qu'on veut, en fait, au final, quoi. Okay. Mais c'est très, très compliqué. Okay. Ouais. Bon, là, on vient un petit peu d'en parler, mais est-ce que tu as en tête une expérience avec un prestat qui s'est vraiment mal passé ? Ouais, du coup, c'est toutes les... il cochait toutes les cases de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'était un mastodonte, genre plusieurs dizaines de milliers d'employés, centaines de milliers dans le monde et dizaines de milliers en France. Et on avait déjà eu par le passé sur un tout autre domaine, c'est-à-dire ils nous avaient implémenté notre CRM, et ça s'était très bien passé. Et là, j'ai sollicité pour le développement d'une application, et une application custo. En fait, j'étais un peu ébloui, je pense, par la compétence technique. Et on était trop petits, je pense, pour eux. Et en fait, ils n'ont pas du tout... J'avais pas de nouvelles d'eux, si tu veux, pendant 1 mois, 2 mois. Puis je me disais, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Moi, je suis une toute petite société, un tout petit client. Je vais les laisser faire. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Et puis, vient un jour où on fait le point. Et là, je découvre qu'en fait, ils n'ont pas du tout avancé. Et qu'ils n'ont pas du tout bossé. Et que par contre, ils demandent qu'on respecte le planning parce qu'ils ont d'autres engagements par ailleurs. Et que toute nouvelle fonctionnalité... Ça s'est pas du tout bien passé. Ouais. Genre, à la fin, on en arrivait, si tu veux, il y avait aussi un côté, justement, où il me semblait qu'on était sur la même longueur d'onde, et en fait, pas du tout. Et donc, ça a commencé à se tendre, les relations commençaient à se tendre, et derrière, tu vois, je prends un exemple tout con, mais genre, dans l'application, on devait avoir la capacité d'uploader un document, une pièce jointe. Alors, ce qu'ils nous ont fait, c'est qu'ils nous ont mis la fonctionnalité d'upload d'une pièce jointe. Par contre, une fois que tu as uploadé ta pièce jointe, tu ne la vois pas, elle n'apparaît pas. Donc, tu ne vois pas son nom. Mais tu ne l'avais pas écrit dans ton cahier des charges. Mais je ne l'avais pas écrit dans mon cahier des charges. Bon, après, il faut arrêter de se foutre. Tu vois. Okay. Donc, oui, non, je n'avais pas écrit ça. Je n'avais pas écrit. Il y a tout un tas de trucs que je n'avais pas écrit, mais qui tombent sous le sens, quoi. Ouais, mais comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des tailles de boîtes qui sont faites
pour bosser avec certains types Exactement. de clients et c'est vrai que les valeurs, tu les retrouves pas. Et puis tu fais pas le poids parce que tu es trop petit, en fait. C'est ça. Et toi, tes enjeux qui peuvent être très importants pour toi, pour des plus grosses structures, des plus grosses ESN, c'est des poussières. Ça, c'est fondamental aussi. C'est le fait de s'appuyer. Il y a une dimension politique, je sais pas si politique, politicienne, j'en sais rien, mais le fait de travailler avec une société qui a à peu près notre taille, c'est aussi qu'on ait un client qui compte pour cette société. Et donc, qu'elle va se responsabiliser et faire au maximum en sorte que les projets et la relation se passent au mieux, quoi. Pour qu'une relation sur le long terme, elle dure avec un prestat, c'est quoi? C'est la com, c'est les valeurs, c'est la transparence? Je peux pas dire que je suis chef d'équipe, mais j'aime bien travailler en équipe. Et j'aime bien faire en sorte de porter un projet, quoi. Et c'est un peu ce qu'on voit à travers notamment nos ateliers qu'on a fait avec Axopen, c'est que au bout d'un moment, il y a plus tout le monde a enlevé sa casquette, je suis développeur, je suis du métier, et tout le monde, dans le cadre d'un brainstorming, essaie de travailler ensemble. Et on a un développeur qui va proposer des améliorations métiers ou quelqu'un du métier qui va essayer de dire mais est-ce que au niveau de ton bon ça arrive moins mais au niveau de ton dev est-ce que tu pourrais pas plutôt le faire comme ça, et ça c'est génial en fait. Et naturellement je connais pas tous les collaborateurs d'Axopen, mais ceux avec lesquels j'ai pu travailler, je sais qu'il y a une vraie relation de proximité qui s'est créée. Bon, on va pas boire des canons tous les soirs, mais l'alcool est important, je note. Okay. Non, mais voilà, qu'il y ait des petits événements. Tu vois, par rapport à ce que tu dis, le fait qu'un projet soit un succès, moi je pense que le fait de rencontrer des problèmes, ça consolide la relation. Parce que tu vois, dans l'adversité, on dit souvent c'est dans les tempêtes qu'on reconnaît les bons capitaines, mais tu vois, d'avoir des galères ensemble et de savoir comment chacun réagit, ça renforce, et tu dis ok, le jour où j'ai un vrai problème d'un truc qui plante, ils seront là. Mais tu vois, de la même manière, moi, à notre niveau, en tout cas, on est vachement dans l'affect et dans la relation interpersonnelle. Et effectivement, le fait de s'engueuler, alors ça passe pas avec tout le monde, mais le fait de s'engueuler avec un chef de projet chez un prestataire, mais en fait ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien, et on se dit nos cas de vérité, et puis à la fin en fait on se tombe dans les bras, et puis bon allez, c'est reparti, on avance quoi. Et c'est trop bien. Moi je fonctionne comme ça. Il y a des je sais pas, je pense des personnes avec qui ça marche pas. Une fois qu'il y a eu une embrouille, c'est terminé, on peut plus travailler ensemble, et c'est extrêmement compliqué. Et tu vois, je reviens sur ce qu'on se disait sur les SLS, sur les engagements, de te dire tu dois résoudre mon truc en 4 heures, 2 jours. En fait, ok, on a écrit les règles, le cadre, mais si tu as une relation de confiance et sur la durée, tu sais que ton client, il est dans la merde, tu es là, quoi. Tu ne poses pas la question de 1 heure, 2 heures, c'est bon, on est encore dans le timing. En fait, tu es juste là. Là, en l'occurrence, moi, la seule fois où j'ai fait jouer le niveau de service, c'est ça, c'est que je sentais le prestataire pas impliqué, et que nous, c'était vraiment une situation qui était catastrophique, quoi. C'était en plein mois d'août, on a eu une montée de version au niveau de notre infra, on venait de changer notre infra. Donc du coup, typiquement, mon infra, je ne l'ai pas basculé dans le cloud, je suis toujours sur une infrastructure on-premise, et il y a une montée de version qui s'est mal passée et qui a fait crasher en fait l'intégralité de l'infra. Moi, j'étais de l'autre côté de la France. Donc là, c'est mon infogéreur qui a géré comme il pouvait, et il a géré donc avec le prestataire qui avait implémenté et mis en place cette nouvelle infrastructure, et les mecs n'ont pas été assez réactifs, quoi. Donc là, j'ai fait jouer. C'est clair. C'était. Ok. Est-ce que tu as des conseils à donner à tes pairs qui se posent des questions sur leur presta IT, de ce qu'il faut faire? Déjà, premier conseil, c'est si vous avez un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire si justement peut-être pas trop s'appuyer sur la confiance, c'est-à-dire si vous dites ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler d'un tel, bon mais il doit faire du bon travail. Non, c'est pas il doit faire du bon travail. On prend son téléphone, on prend son mail, on appelle et on vérifie où ça en est, quoi. Ça c'est vraiment fondamental. Puis après c'est un peu tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire vraiment il faut aussi être au clair avec ses besoins. C'est-à-dire, moi, typiquement, qui ai un profil très généraliste et touche à tout, j'ai besoin de spécialistes. Mais par contre, j'ai besoin de spécialistes qui qui savent. Les deux sont valables, je pense. Bon, on s'en fiche. Mais qui savent vulgariser, quoi. Parce que et après, moi, je suis assez borné, j'ai pas de problème pour dire j'ai pas compris, répète. J'ai pas compris, répète. S'il faut, tu me feras un dessin, mais tant que j'ai pas compris, tu vas m'expliquer concrètement comment ça marche ta bibliothèque, Symfony, je sais pas quoi, voilà. Ok. Et de l'autre côté, là, tu en as déjà donné un tout à l'heure de conseils pour les boîtes d'IT qui veulent séduire des DSI, c'est-à-dire décrocher le téléphone.
téléphone quand on a Ouais. un contact. Mais est-ce que tu as d'autres conseils à leur donner aux ESN? Faut pas rechercher le mouton à 5 pattes, en fait. En fait, un DSI, c'est quelqu'un qui doit être polyvalent sur tout un tas de sujets, qui doit adresser tout un tas de sujets. Donc après, soit si vous recherchez un DSI, vous avez déjà quelqu'un de ultra capé au niveau de l'administration système et réseau, ou vous avez un super développeur. Mais si vous voulez quelqu'un, une tête de pont qui puisse manager un petit peu tout ce petit monde, ben il peut pas être expert dans tous les domaines en même temps. Il peut pas être non plus développeur. Enfin, un DSI, c'est pas quelqu'un qui sait coder comme ça sur une nouvelle techno qui vient d'arriver, quoi. C'est pas possible. Ouais, et puis un DSI, je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente interview, mais il doit être capable de gérer l'infiniment petit et l'infiniment grand. Exactement. Ouais. Dans le périmètre, IT. Ouais. Est-ce que tu as encore un rêve, alors technologique, je ne sais pas, mais ou un projet, quelque chose que tu rêverais de faire dans ton job? Alors, en vrai, non. Bon, fait. Voilà, non, mais c'est évidemment, j'ai pas trop de rêves techno et j'ai pas de projet de rêve non plus, si tu veux. Moi, je suis plus dans le quotidien, en fait. Je suis très pragmatique et je suis plus sur des petites victoires du quotidien, quoi. Un projet qui dure 6 mois et qui arrive à son terme et qui a un succès, c'est trop bien. Et puis gérer, en fait. Comme on est une société d'une trentaine de collaborateurs, en fait, on n'est pas dans la problématique à chercher des projets, on est plutôt dans la problématique à prioriser les projets avec le maximum de ROI, en fait. Et donc, j'ai pas le temps de rêver un projet informatique que j'aimerais développer. Non. Je suis plus dans le concret, et la satisfaction des collaborateurs. Pour terminer, est-ce que tu peux me donner une ou deux définitions d'une bonne techno, un bon projet, un bon développement, un bon développeur? Alors un bon projet pour le coup, parce que ça c'est des trucs que j'aime bien. Donc c'est une expression de besoin très claire, avec aussi l'aval de la direction sur la stratégie et sur ce qu'on va mettre en place dans le cadre du projet, parce que il faut pas non plus que la direction te dise, alors que tu es au milieu du gué, en plein milieu des devs, que tu as validé l'expression de besoin. Ah, en fait, on va pas du tout faire comme ça. On vous a dit de bosser sur une voiture. En fait, finalement, on va prendre le train. Ça ira tout aussi bien. Mais non, en fait, là, j'ai déjà des développeurs qui sont en train de bosser. On a déjà validé l'expression de besoin. Enfin, voilà. Donc déjà, premier truc, avoir une expression de besoin très, très claire. Un retour sur investissement clair aussi. Et derrière, il faut qu'on ait une équipe projet qui soit stable et soudée, quoi. Soudée pour aller dans le bon sens, quoi. Donc, autant côté Presta que côté métier en interne. Ok. Et je peux même te donner aussi la définition pour moi d'un bon développeur, même si je l'ai déjà dit, parce que ça recoupe la définition d'un bon Presta. Donc, compétent, évidemment, fiable, donc qui respecte les deadlines, qui anticipe et qui sait dire non, quoi. Quelqu'un qui sait me dire non, qui sait me dire non, je peux pas te faire ça en 2 semaines. C'est pas possible. Ou non, c'est pas dans mes compétences. Je préfère ça que quelqu'un qui me dise alors j'ai éventuellement un stagiaire qui a fait ça une fois. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, c'est pas possible, quoi. Et puis qui sait vulgariser aussi. C'est ça. Et comprendre ton métier, tu penses que c'est quelque chose d'important ou... Alors là, pour le coup, je pense à savoir vulgariser dans l'autre sens. C'est-à-dire vraiment, et je prends le temps pour bien expliquer. Si c'est pas trop une tête de pioche, en principe, il devrait comprendre et je prendrai vraiment le temps pour lui expliquer, quoi. Mais en retour, lui, il doit savoir vulgariser en fait les problématiques techniques qu'il rencontre dans son dev pour que je puisse anticiper, en fait, avoir la hauteur de vue sur l'avancement du projet et surtout la communication aux collaborateurs qui attendent la sortie de tel projet, et cette sortie pourrait être décalée dans le temps. Voilà, quoi. Ok. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Un dernier petit conseil pour nos auditeurs? Du coup, c'est pas grave de dire je sais pas. Je sais pas faire ou je sais pas. C'est être transparent. C'est très apprécié de savoir dire je sais pas faire ou ça va me prendre beaucoup de temps. En fait, c'est de la transparence et c'est un gage de confiance. En fait, ça renforce la confiance. Puis voilà, ce serait ça. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, François. Merci à toi. Et puis bonne journée. Bonne journée.